Donc aujourd'hui, je voudrais parler de la relation entre la croissance et ce qu'on appelle le capital humain. Voilà, donc déjà définir un peu ce que c'est que le capital humain. Et voilà, donc évidemment, à un niveau, a priori, on dira, mais c'est tellement évident que la santé et l'éducation, c'est bon pour la croissance, donc j'aurais pu garder une ligne et puis m'en aller. Mais en fait, voilà, il y a beaucoup de, ça soulève beaucoup de questions, en fait. Une chose qui a l'air apparemment très évidente, voilà. Donc, d'abord, si vous voulez, la première chose, c'est qu'on a vu essentiellement deux paradigmes pour parler de croissance. Le premier, c'était le paradigme néoclassique, où on disait la croissance, c'est généré par de l'accumulation de capital. Mais je n'ai pas été très précis en parlant de capital. Ça peut être aussi bien du capital physique, des machines, des équipements, des infrastructures, mais ça peut être également ce qu'on appelle du capital humain. D'accord ? Alors, je vais être un peu plus précis tout à l'heure sur ce que j'entends par capital humain, mais en gros, déjà, ce capital humain, c'est tout ce qui augmente la qualité de votre force de travail, ce qui augmente son efficacité. Et donc, ça, en fait, une des visions, c'est de dire que le capital humain, ça s'accumule comme le capital physique, notamment à travers l'éducation ou la santé. Voilà. Donc, une vision, c'est de dire, ben, écoutez, c'est très simple, puisqu'on sait que le capital, l'accumulation de capital jusqu'à un certain point favorise la croissance, et bien pourquoi il n'en serait pas de même, en particulier de l'augmentation de capital humain. Alors évidemment, dans le modèle néoclassique, on voyait qu'il y avait des limites à l'accumulation de capital physique, parce qu'à un moment, à cause des rendements décroissants par rapport au capital physique. Mais maintenant, on peut dire, oui, mais on peut avoir un gouvernement qui, lui, décide d'augmenter l'éducation sans arrêt et du coup d'entretenir la croissance. D'accord ? Donc ça, c'est une première vision, on va y revenir. Hein. Mais déjà, vous pouvez subodorer que, on dit, ben voilà, le modèle néoclassique, même si j'y crois pas complètement, dans la mesure où l'accumulation de capital est certainement quelque chose qui augmente la croissance, ben, pourquoi pas le capital humain ? Il y a une autre vision, c'est qu'on a vu le modèle schumpeterien et on a dit dans le modèle schumpeterien, eh bien, ça repose sur l'innovation et le progrès technique. Et en particulier, évidemment, il y aura plus d'innovation quand l'efficacité de la recherche-développement ou l'efficacité de tout ce qui donne l'innovation est plus grande. Ben, en particulier, si vous êtes dans un environnement où il y a de l'éducation, eh bien, ça augmente l'efficacité de l'innovation. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis un innovateur. Ben, si je suis dans un environnement, ce n'est pas pour rien que la Silicon Valley est à côté de Stanford, par exemple. Vous voyez, je veux dire, c'est parce qu'on sait qu'on a à portée de la main les meilleurs cerveaux. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, on peut dire, ben voilà, je crois dans un monde avec des entrepreneurs qui génèrent de l'innovation. Eh bien, pour les générer de l'innovation, c'est bien d'avoir du capital humain. Je vais revenir en détail sur ces deux approches complémentaires en termes de relation entre la croissance et le capital humain. Mais enfin, déjà, dans ce qu'on a vu, c'est pas, je veux dire, voilà, c'est pas un scoop de dire l'éducation, ça a quand même quelque chose à voir avec la croissance, d'accord ? Au moins de deux façons différentes. L'un, parce que c'est un facteur de production qui s'accumule comme le capital physique s'accumule, et l'autre, c'est de dire, eh ben, l'éducation aide à accroître l'efficacité du progrès technique, en fait, de l'innovation. Par ailleurs, il y a un autre débat, alors qui a beaucoup choqué, que je vous avais parlé la dernière fois, du débat sur les institutions. Acemoglu, Robinson notamment, avec les trois, hein, avec comment ils avaient montré dit voilà pourquoi l'innovation, pourquoi les institutions c'est important plutôt que la géographie, etc. Il y a eu, disons, un certain nombre d'auteurs qui ont essayé de critiquer leurs travaux. Et en particulier André Schleifer, qui était mon collègue à Harvard, et des co-auteurs. Et eux, leur idée, c'est de dire, en fait, ce que vous appelez institution, c'est essentiellement du capital humain. Et d'ailleurs, on ne peut pas, dans vos régressions statistiques, distinguer vraiment... alors, c'est vrai que c'est pas... ça s'applique... Vous vous souvenez que Acemoglu et co-auteurs avaient utilisé l'exemple coréen. Ensuite, avait regardé l'idée d'utiliser la mortalité des colons comme instrument pour le développement institutionnel des pays. Ensuite, l'argument sur le retour de roue, la roue qui tourne. Donc c'est vrai que quelque part, mais Schleifer et compagnie, eux, ils disent, ben voilà, finalement, ce que vous appelez institution, c'est capital humain. Je peux faire les régressions statistiques que vous avez faites avec la mortalité des colons. C'était un bon instrument pour la protection contre le risque d'expropriation, mais en fait, c'est un aussi bon instrument pour le développement, pour le niveau de scolarisation. Et à ce moment-là, c'est ça qui est important. Et effectivement, si vous faites des régressions du niveau de PIB par tête des pays sur le niveau d'éducation que vous instrumentez par
la mortalité des colons en 1500, ça marche tout aussi bien que si vous faisiez une régression du PIB par tête sur le risque d'expropriation instrumenté par la mortalité des colons. Donc c'est vrai qu'avec ce niveau de généralité-là, on peut effectivement... Moi, ma vision, c'est que les deux ont raison, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est bon d'avoir eh bien, une protection des droits de propriété et c'est bon d'avoir de l'éducation. Vous êtes dans un pays où tout le monde est analphabète, les perspectives de développement sont faibles. Et en gros, ils ont eu cette bagarre et finalement, donc, si vous avez vu, vous pouvez aller sur le site du prix Nobel. Il y avait une conférence Nobel il y a 3 ans et ils se crêpaient un peu le chignon, les deux, enfin Acemoglu et Schleifer. Voilà. Mais en gros, c'était. Mais en fait, si vous voulez, Schleifer et compagnie ont un point. Je pense que Acemoglu n'aurait pas dû s'opposer, c'est de dire l'éducation c'est important et les deux sont importants. Et en fait, je pense qu'il y a complémentarité entre les deux. Je pense que l'éducation d'un côté et la protection des droits de propriété de l'autre sont des facteurs complémentaires dans le processus de développement. Je crois que c'est idiot de vouloir mettre l'un contre l'autre. Et en fait, aucun des deux n'a eu l'idée de dire bah, mettons-les ensemble et regardons l'interaction entre l'un et l'autre. Et s'il l'avait fait, que ce que j'ai essayé de faire, j'ai vu tout de suite que eh bien, l'un renforce l'autre, évidemment. Hein. Donc voilà. Mais c'est simplement pour vous motiver un petit peu, pour vous dire, voilà, l'éducation, voilà, mais qu'il y a eu déjà des débats pas triviaux, puisque le premier débat, c'est est-ce que l'éducation, c'est important parce que le capital humain est un facteur de production, et c'est donc l'augmentation de capital humain qui augmente la croissance, ou est-ce que c'est plutôt la vision schumpeterienne qui dit, eh bien, c'est le stock de capital humain qui est important, parce qu'un plus grand stock de capital humain veut dire une technologie de recherche-développement plus efficace et donc davantage de progrès techniques. Et vous voyez, ces deux visions un peu différentes, elles peuvent être complémentaires, mais c'est deux visions différentes, d'accord? Et on va voir que ce n'est pas trivial de savoir que c'est l'un ou l'autre. On va revenir là-dessus. Et puis, le deuxième aspect, c'est de dire, et je dis éducation, est-ce que finalement tout n'est pas de l'éducation? Est-ce qu'il y a autre chose que du capital humain dans les institutions? Ou bien est-ce qu'il y a différents aspects des institutions qui sont d'un côté l'éducation, de l'autre côté la protection des droits de propriété? Et donc ça, tout ça, c'est des gros débats, quoi. Les gens se sont bagarrés. Moi, je me rappelle, j'avais un étudiant, Francesco Trebi, qui est remarquable, qui fait du travail remarquable sur le lobbying notamment, et qui est à maintenant UBC, qui est l'University of British Columbia à Vancouver. Et Schleifer et moi, on était dans son comité de thèse, et il avait mis un de ses papiers était inspiré du papier d'Acemoglu, et Schleifer avait demandé qu'il retire le papier de sa thèse, quoi. Donc il ne pouvait pas se blairer. Enfin, je ne vais pas vous faire entrer dans toutes ces histoires-là. Ça, c'est des histoires de Cambridge contre Cambridge, vous voyez, donc c'est un petit milieu. Hein. Bon, voilà. Bon, alors qu'est-ce que le capital humain? Le capital humain, eh bien, c'est quoi? Alors, une façon de voir, c'est de dire eh bien, que c'est comme un facteur de production, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui augmente la qualité de vos forces de travail. Donc la première approche, c'est de dire, eh bien, vous produisez de la output avec du capital, avec des machines, avec des hommes, d'accord? Et la production, elle dépend pas seulement de la quantité de travail, mais elle dépend de la qualité du travail. D'accord? C'est important, il y a des gens voilà, qui sont... et la qualité du travail, on sait qu'elle augmente au cours du temps, c'est-à-dire que ben, le niveau d'éducation, il a augmenté. Ce n'est pas juste qu'il y a plus de monde qui produit, c'est que la qualité du travail a augmenté. Et c'est la qualité du travail, quelque part, que l'on appelle le capital humain. C'est quelque part, c'est comme si on pouvait séparer dans votre force de travail ce qui est vraiment le travail à l'état pur. En anglais, on dirait raw labor, raw R-A-Y, pour, vous voyez, comme des matières premières, raw material. C'est la matière première de travail, si vous voulez. Et par-dessus, on a notre éducation. C'est un peu comme si nous étions des enfants sauvages. Donc les enfants sauvages, cette partie-là, c'est la force physique ou n'importe quoi, ça c'est la force de travail. Et par-dessus, vous avez acquis des connaissances, et ça c'est le capital humain. C'est une manière, je schématise à l'excès. Hein. Donc tout comme le capital physique, le capital humain est productif. Il produit évidemment. Il est produit lui-même par l'éducation notamment, mais on verra aussi par la santé, hein, et par la formation professionnelle, par beaucoup de choses. Hein. Il se déprécie au cours du temps, c'est-à-dire que eh bien, votre savoir devient obsolète. Hein, c'est important de se réactualiser. Moi, je crois beaucoup dans des systèmes éducatifs, d'ailleurs, où les profs retournent à l'école régulièrement, ce que font les Finlandais très bien. D'ailleurs, moi, si je deviens obsolète, dites-le moi. Et puis ça rapporte évidemment sous forme notamment d'un salaire plus élevé pour l'individu. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens s'éduquent d'abord parce qu'ils aiment ça, je pense, et puis parce qu'ils se disent, si j'ai un niveau d'éducation plus élevé, eh bien, j'ai davantage de chances de trouver un bon emploi, bien rémunéré, etc. D'accord ? Donc, si vous voulez, ça c'est, bon voilà, ça c'est pas en disant ça, c'est des choses très évidentes. Mais alors, il y a deux leviers en particulier importants d'augmentation du capital humain. Il y a l'éducation d'un côté
et la santé de l'autre. Je vais surtout parler d'éducation, mais je vais parler un peu de santé à la fin, d'accord? Et surtout, et certainement, je ne ferai pas justice au sujet de la santé, qui est un énorme sujet en lui-même. D'ailleurs, on a dans l'idée d'organiser un colloque ici au collège, ça ne serait pas pour juin 2016, mais plutôt juin 2017, sur santé, innovation et croissance. Donc voilà, mais ça, c'est dans les plans. Mais je parlerai un tout petit peu de santé, beaucoup d'éducation. Alors là, je voulais d'abord m'excuser parce que les tableaux que j'ai faits, c'est le tableau le mieux, celui-là, parce qu'il est droit. Vous allez voir que les autres tableaux sont un peu comme dans Astérix et Cléopâtre, ils sont un peu penchés. J'espère que ça ne vous embête pas trop, mais on voit quand même ce qui se passe. Hein. Je vais les remettre droits pour quand je mettrai les transparences sur le site, je vais quand même les remettre droits. Mais là, j'ai eu un petit peu, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'allais voir l'oculiste. Bon. Alors là, ça montre un petit peu, vous voyez, c'est intéressant, le nombre d'années moyennes de scolarisation dans les pays en développement, c'est-à-dire les pays non OCDE, en 1960. C'était 2 ans. Et maintenant, en 2000, c'est 5 ans. C'est quand même plus que doublé. Hein. Alors que dans les pays avancés, effectivement, c'était déjà 7 ans en 60, c'est devenu près de 9,7 en 2000. Donc vous voyez que dans les deux types de pays, il y a eu quand même une progression de la scolarisation, et encore plus grande dans les pays en développement. Bien sûr, ils sont en rattrapage par rapport aux pays avancés. Alors évidemment, après, on peut regarder, parce qu'on peut savoir d'abord la proportion de ceux qui ne sont pas du tout scolarisés. Donc elle a chuté dans les pays en développement. Elle était déjà très très basse dans les pays développés, donc elle a évidemment chuté aussi, mais enfin évidemment là on a une décimale de plus évidemment ici par rapport à là. Et puis vous pouvez voir l'évolution dans les niveaux d'éducation. Vous voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire que ici, surtout le progrès de la scolarisation dans les pays en développement, c'est surtout au niveau du primaire. Vous voyez, c'est là vraiment que ça a augmenté. Tandis que le progrès de la scolarisation dans les pays développés, c'est primaire et secondaire. Tandis que là, c'est secondaire et surtout éducation supérieure, vous voyez. Donc c'est là que est le plus, puisque déjà tout le monde avait fait un enseignement primaire. Moi, à mon époque, on faisait le certificat d'études. Hein, ceux qui ne faisaient pas des études avancées faisaient le certificat d'études. Voilà. C'est intéressant de voir un petit peu comment les choses ont évolué. D'ailleurs, aux États-Unis aussi, c'est intéressant, parce que vous voyez quand même qu'il y a un progrès de l'éducation primaire, bon, un peu comme ailleurs, mais très important aussi l'éducation secondaire, quand même, vous voyez, qui n'était pas tellement répandue, même en 60. Vous voyez, c'est pas grand-chose de dire qu'il y avait 31% seulement, vous voyez, aux États-Unis, et 20% qui avaient terminé le lycée. Mais vous savez que, par exemple, au Portugal, qui est un pays dans l'Union européenne, il y a très peu de gens qui terminent l'éducation secondaire. C'est intéressant. Enfin, bon, peut-être ça a changé, mais... et aux États-Unis, vraiment, là, il y a eu une progression gigantesque en termes d'éducation supérieure, secondaire et supérieure. C'est vraiment là que ça s'est passé. Donc, les États-Unis, c'est ce que vous voyez au niveau des pays avancés, mais encore plus fort. C'est intéressant de voir un peu les évolutions. Hein. Ah là là, voilà. Comment mesurer le capital humain et son rendement? Alors là, il y a un problème. Alors là, je vais vous demander d'être un peu, je suis sûr que je vais entendre tousser beaucoup, parce que c'est un petit peu dur ce que je vais faire là. Mais je promets que je vais le faire de manière simple. Hein, d'accord? Donc, comment vous mesurez le capital humain et son rendement? À la différence du capital physique, le capital humain est attaché à une personne et à sa force de travail. Comme je disais tout à l'heure, raw labor. Et quelque part, l'idée, c'est de séparer les deux. D'accord? Comment vous mesurez l'un, comment vous mesurez l'autre? Alors, il y a une approche qui est ce que j'appelle l'approche de minserienne, du nom d'un économiste qui s'appelle Mincer, par les niveaux de salaire. C'est-à-dire, en gros, eh bien, vous avez un niveau plus élevé si vous pouvez obtenir un niveau de salaire plus élevé. Et comment on peut savoir ça à chaque niveau d'éducation? Eh bien, l'idée, c'est la suivante. Donc, c'est là qu'il faut vous accrocher un petit peu. D'ailleurs, vous avez vu, là, j'ai fait des typos, j'ai mis des une avec 2 N. Là, tout ça, je vais corriger. Évidemment, les accents sont totalement absents. Tout ça va être corrigé, hein, je vous promets. On mesure le rendement d'une année supplémentaire d'éducation par son effet marginal sur le salaire individuel. C'est-à-dire que vous dites, moi maintenant, vous êtes dans un monde, chez Mincer, vous êtes dans un monde où, parfaitement concurrentiel, et vous pouvez choisir, est-ce que je fais une année d'études en plus, ou est-ce que je vais sur le marché du travail maintenant? Alors, il y a qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Si je reste sur le marché du travail, si je vais sur le marché du travail maintenant, j'ai une année de salaire en plus. Si je vais une année d'études, je perds cette année de salaire. Mais évidemment, j'en espère une augmentation de salaire après. Et l'idée, c'est qu'à l'équilibre, hein, vous voyez, il y a la notion d'équilibre, je suis indifférent entre faire l'un et faire l'autre. Donc, le niveau de salaire